notre atelier, c'était territoire éducatif et inclusif. Dans les constats partagés, on a beaucoup évoqué la difficulté que pouvait avoir l'acte finalement lié à l'inclusion. Difficulté qui mettait parfois d'ailleurs en tension la réalité professionnelle et puis les portances politiques généreuses que ça pouvait avoir. Donc c'était un constat. Ça posait aussi la question de la définition. Qu'il fallait s'entendre sur ce que ça voulait dire pour être clair. On a aussi posé comme constat que le système éducatif avait malheureusement tendance à toujours, voire à plus, reproduire les inégalités. Voilà, donc ça nous a beaucoup questionné également. On a posé le problème du manque de formation et d'information des personnels liés à ces problématiques-là, d'inclusion notamment, et d'une manière générale que la scolarisation des enfants à besoins particuliers était relativement difficile à se mettre en œuvre, alors que la loi depuis 2005 devrait nous permettre de le faire. On a aussi déploré que dans le champ éducatif, plus que sur les lois autour de l'insertion et de l'inclusion des enfants en difficulté particulière, les réformes se succèdent sans être vraiment évaluées. On a discuté du côté un peu triste du fait qu'on est revenu sur les rythmes scolaires et sur le temps de l'enfant sans avoir vraiment eu le temps d'évaluer ce que la réforme précédente avait pu faire. Dans les points donc tout ça c'était du constat, dans les points de désaccord qui nous ont posé question, on s'est rendu compte que finalement quand on parle d'éducatif et d'éducation, on est, et ça a été le cas de notre atelier, on est un peu trop centré sur la chose scolaire, alors qu'on sait très bien que l'éducation est un acte beaucoup plus large que ce qui se passe à l'école uniquement. Du coup, dans les suites à court terme et à moyen terme, dans les propositions, on se disait qu'il était nécessaire, si on voulait que justement le territoire éducatif et inclusif ait vraiment du sens, il fallait commencer par analyser le territoire, d'utiliser les outils qui existent, les cartographies et les indicateurs du territoire pour pouvoir penser derrière des projets éducatifs globaux et cohérents par rapport à la réalité du territoire ciblé, que inévitablement ça nécessiterait une réflexion interministérielle et donc du coup au niveau de la région de mettre en mouvement les différents acteurs des différents champs professionnels qui sont ceux de l'éducation et surtout sans en oublier l'ensemble de la communauté éducative, donc évidemment les parents, mais les associations, les élus, et puis pas que les parents aussi, les gens qui vivent sur le territoire sont aussi des acteurs ou peuvent en être, doivent en être de l'axe de l'action éducative globale. Et donc du coup, dans une des propositions qu'on a un peu présentées, dont on a parlé, c'est peut-être essayer de sortir de la notion d'école seule pour penser des pôles éducatifs de territoire qui regrouperaient finalement tout le champ de l'éducation et de l'éducatif, mais aussi du culturel, du pôle santé, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut passer par une structure qui nous rendra peut-être un peu plus citoyens, un peu plus humains, comme ça a été dit ce matin. Voilà, donc l'idée, c'est de revoir un peu nos structures et puis d'en faire un objet plus efficace pour une plus réussie. Atelier logement. On a aussi beaucoup parlé des constats qui sont assez dramatiques dans cette région. On a rappelé que c'était Nice ou Menton, par exemple, le taux de tension pour l'accès à un logement social est bien supérieur à Paris. C'est pas assez dit. On est vraiment une des régions, on a mis quelques mots là-dessus, qui est perçue comme riche alors que le taux de pauvreté est le deuxième de France après les Hauts-de-France et qui a des grandes difficultés dans l'accès au logement. Un manque criant de logement social, des coûts du logement et du foncier extrêmement chers, qui se traduit par des restes à charge impossibles pour une grande partie des ménages sur l'ensemble du territoire et notamment les zones les plus tendues, les grandes métropoles, la Côte d'Azur. On a aussi parlé de l'importance de la précarité énergétique dans les départements alpins, mais aussi dans le sud avec les difficultés du réchauffement climatique à venir, y compris sur le confort d'été. Et on a parlé bien sûr beaucoup des sans-abri et beaucoup des migrants, donc ça fera le lien avec une autre des tables rondes, et de leur impossibilité d'accéder trop souvent à un logement et même aux structures d'hébergement. Sur les propositions de court terme, une première qui n'est pas dans le pacte du pouvoir de vie, mais sur laquelle on est tombé d'accord, bien qu'elle soit un peu floue, c'est la nécessité de nous revoir entre participants à l'atelier et organisation pour travailler aussi sur des campagnes de communication, de sensibilisation de l'opinion, parce qu'il faut déconstruire un certain nombre d'idées reçues. On a beaucoup parlé, par exemple, des idées reçues sur les HLM. Donc dire avec une vraie hostilité marquée de beaucoup trop de maires ici, on a parlé du non-respect de la loi SRU qui fait des ravages dans la région. Et on s'est dit qu'il faudrait une campagne de sensibilisation pour dire, je ne sais pas, à des habitants qui se mobiliseraient contre un projet de logement social, à les tracter dans leur boîte aux lettres en disant non, pas d'instit à côté de chez moi, non, pas d'infirmière à domicile pour mes vieux jours à côté de chez moi, en rappelant que le logement social, c'est pas que des grandes tours qui hébergent des dealers, mais c'est avant tout
des opérations qui permettent de la mixité sociale et d'y vivre ensemble sur un territoire. On a parlé de la même manière de campagnes de sensibilisation, de communication pour sensibiliser sur qu'est-ce que sont que les publics vulnérables, leur réalité quotidienne. C'est un peu flou, mais on a prévu de se revoir, donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le court terme. On va se revoir à court terme là-dessus. Sur les autres mesures de court terme, on a parlé de la nécessité de travailler sur la lutte contre la précarité énergétique et surtout l'habitat indigne ici. Mais les taudis sont des passoires thermiques, et notamment avec l'enjeu de la réhabilitation des centres anciens en Provence, que ce soit le centre-ville de Marseille, mais aussi des petits villages provençaux, avec, en faisant attention à des effets collatéraux de gentrification qu'il faut surveiller. Donc de dire il faut inciter, contraindre des propriétaires à faire des travaux, mais il faut aussi encourager la puissance publique à préempter, exproprier, là où c'est nécessaire pour produire sur de l'habitat ancien des logements thermiquement performants et surtout accessibles aux plus modestes. Donc une demande d'intervention publique forte, notamment sur les centres anciens dégradés et les zones carencées au titre de la loi SRU. On l'a mis en court terme et on la retrouvera en long terme. On a parlé d'encadrement des loyers dans les zones extrêmement tendues qu'on connaît ici. Et on n'a aucune ville, il y a un vague projet juridiquement pas très solide sur Nice, aucune ville qui est partie sur l'encadrement des loyers. On le met à court terme comme un plaidoyer pour les municipales à venir à construire, réclamer aux candidats qui s'engagent sur l'encadrement des loyers. Également, on a beaucoup parlé, parce qu'on est une région très touristique, de la nécessité de l'encadrement des locations Airbnb. Nice, c'était sur les locations Airbnb, pas du tout le maire de Nice sur l'encadrement des loyers, j'ai fait une grosse bêtise. Et donc là aussi, la nécessité d'être très très fort sur l'encadrement des locations Airbnb. On a parlé de permis de louer, toujours dans le cadre d'un plaidoyer sur les municipales, dans la lutte contre l'habitat indigne. Et on a parlé surtout d'exiger des maires le respect de la loi SRU, puisqu'on est un gros record de communes carencées au titre de la loi SRU, donc de maires qui refusent les objectifs de mixité sociale et de production de logement social fixés pourtant par la loi. Sur le moyen long terme, on a beaucoup parlé en fait de transition énergétique, les grosses inquiétudes partagées sur les effets du réchauffement climatique ici en région, notamment sur le confort d'été, mais pas que. Encore une fois, dans les territoires alpins, il peut faire très froid. Et donc, la nécessité à plus long terme d'être vraiment très ambitieux sur la réhabilitation du parc ancien, parce que la production ici, avec nos zones naturelles, la loi littorale, beaucoup de massifs montagneux, est compliquée si on ne veut pas grignoter les terres agricoles. On a parlé de la nécessité aussi de densifier pour éviter ces gilets jaunes qui doivent dépenser cher pour aller de leur logement à leur lieu de travail. Et donc la nécessité de rebâtir nos villes et nos centres anciens. Et donc vraiment un gros plan, là peut-être plus à l'échelle des régionales, de réhabilitation thermique, un plan ambitieux qui prenne en compte le confort thermique d'été. Modifier le décret d'essence pour mettre justement la performance énergétique comme obligation dans le décret d'essence. C'est un peu technique, mais on est allé jusque-là. Encourager évidemment les collectivités à produire plus de logements sociaux. On a parlé même de revoir l'assiette des cotisations pour les entreprises sur la contribution aux efforts de construction au logement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et en dernière mesure de court terme, qui n'est pas dans le pacte, que j'avais oublié, qui est extrêmement importante, c'est de se dire on a beaucoup de zones en rénovation urbaine, beaucoup aussi de zones sur lesquelles il y aura des projets futurs, mais il serait nécessaire de démultiplier les expériences d'occupation temporaire, notamment sur le foncier public, qu'il faut mobiliser davantage. Donc rendre transparent la liste des terrains publics et essayer de travailler sur des conventions d'occupation temporaire pour les publics les plus précaires, le temps d'avoir une politique du logement qui permette assez de logements accessibles et pour tous, au moins d'essayer de travailler ces conventions d'occupation temporaire pour les migrants, les résorptions de bidonvilles, les sans-abri. J'étais à l'atelier 4, qui avait pour objectif comment nous, acteurs de terrain sur le plan local, que pouvons-nous faire pour le plus grand public, aider à bien préparer leur retraite et rester autonome le plus longtemps possible. On est arrivé à se mettre d'accord sur 3 propositions court terme. La première, c'est sensibiliser par l'info le grand public à la retraite, à son départ à la retraite. Forum d'information, entre la CARSAT, ARCO, etc. Et puis par des communications dans les revues généralistes. On trouve beaucoup d'infos sur des revues spécialisées, etc. Mais dans le grand public, dans les revues municipales, par exemple, on pourrait faire passer quelques infos sur la retraite. En deuxième point, créer un check-up santé obligatoire avant le départ à la retraite proposé par la Sécurité sociale. Dans le même esprit que pour être un examen médical d'embauche, eh bien pour partir à la retraite, un check-up complet qui permettra de déceler d'éventuelles prédispositions à telle ou telle maladie ou donc et bien se préparer à sa retraite, à subir quelques problèmes de santé.
En troisième point, préparer sa vie en retraite, en développant la retraite progressive et en mobilisant les retraités sur leur utilité sociale, favorisant leur implication dans la vie sociale et associative. Par exemple, plutôt que couper brutalement son activité de professionnelle et passer à quelque chose où on ne fait plus rien, on s'ankylose, on attend que ça se passe et c'est pas forcément bon. Donc, se créer de l'activité et, avant de partir, participer à des forums d'associations, inciter par exemple des municipalités. Il existe de plus en plus, par exemple, la médiation municipale pour des problèmes de voisinage. Par exemple, inciter un retraité qui peut avoir des prédispositions à faire cet exercice, à devenir un peu en silver service civique pour accompagner des associations sur des sujets plus précis. On avait un autre sujet, mais qu'on a écarté parce qu'il en fallait que 3. C'était favoriser les familles à l'hygiène des enfants pour s'assurer une vie meilleure sur leur vie d'adulte et de retraité. En ce qui concerne le long terme, la première proposition, c'était de créer une cotisation obligatoire pour financer les GIR 1 à 4 en complément d'un financement de base par la solidarité nationale. Aujourd'hui, effectivement, devant l'obligation de rentrer en EHPAD ou même de se trouver en EHPAD à domicile, nombre de personnes n'ont pas trop les moyens, donc il faut appeler la famille. Donc en créant, à partir d'un certain âge, une cotisation obligatoire qui pourrait amener un complément de 20 à 25% au moment d'entrer en dépendance pourrait être un bon compromis. En deuxième point, faire connaître au grand public la réalité des aidants par des initiatives diverses et de la communication. Alors on est même allé jusqu'à envisager de créer un épisode de Plus belle la vie, mettant en évidence la vie d'un aidant. Pourquoi pas ? Et enfin, en troisième point, c'est obliger les pouvoirs publics, dans le cadre d'une expulsion, à reloger une personne âgée dans un logement plutôt qu'un placement systématique en établissement. Il existe dans certains endroits, ça commence, le viager d'État, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend le viager, au lieu que ce soit un particulier ou un organisme, c'est l'État qui le prend, il verse donc la rente et cette rente, elle sert à la personne de rester en autonomie dans son logement. Ça peut être une solution. Voilà le résultat du remue-ménage de l'atelier 4. Pour le groupe 3, qui atelier sur la transition écologique, comme c'est un système plutôt vaste, il a été fait un premier choix, c'est de travailler sur la problématique des déchets, avec une présentation qui nous a permis d'en mesurer la situation et les difficultés. Donc une présentation qui a été faite par Michel Jacot de FNE. 10 questions étaient proposées pour être travaillées et un choix a été fait sur 4, donc une par table. Et il en ressort les éléments suivants. D'abord, un constat, c'est une absence de transparence, voire une opacité vis-à-vis des citoyens et des élus sur ce sujet-là. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve de la même façon sur l'eau. Et puis, une difficulté majeure pour faire un suivi, une évaluation de ce sujet, donc le traitement et la politique liée aux déchets. Ensuite, un constat aussi par rapport à une absence d'accord sur est-ce qu'on fait payer ou est-ce qu'on incite. Dit autrement, est-ce qu'on sanctionne ou est-ce qu'on ne sanctionne pas par faute de temps, donc il n'y a pas eu un consensus sur cette question-là. Ensuite, par rapport aux propositions sur déjà celles à court terme, il est proposé de s'organiser via le pacte du pouvoir de vivre pour noter les producteurs, donc les industriels d'emballage, de bouteilles plastiques, de tout autre élément qu'ils fabriquent, les noter par exemple en prenant sur l'électroménager ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas, de façon à ce qu'il puisse y avoir un bonus pour celles et ceux qui font un effort pour produire par exemple des appareils réparables. Idem pour les emballages, entre ceux qui vont proposer des emballages plastiques et ceux qui vont proposer des emballages qui peuvent être compostables. Et au bout du compte aussi de proposer l'interdiction des emballages plastiques. Autre proposition, c'est de valoriser les actions de nettoyage collectif, nettoyage de décharges sauvages, de cours d'eau, de chemins, certes sans pour autant remplacer
celles et ceux qui sont à l'origine de cette situation, mais en même temps pour éviter de laisser la nature dans un état qui n'est plus acceptable à ce jour dans un certain nombre de lieux. Mettre au point un système d'information et d'échange à 2 niveaux, un système de micro-réunions citoyennes avec les exploitants, qu'ils soient privés ou publics et qui sont concernés par la collecte des déchets et le traitement. Et donc, ça peut être sur les quartiers, sur les communes. Et ensuite, mettre aussi en place un système plus général d'information via Internet. Il y a aussi une forte demande pour que soit mis dans une loi l'existence de comités de suivi ouverts aux citoyens, par exemple sur des bassins de vie. Et puis, bien entendu, d'intégrer dans ce système-là l'éducation à l'environnement, tant d'ailleurs pour les ménages, pour les habitants, que pour les industriels ou même pour les collectivités. Ensuite, mettre en place un système d'évaluation de la politique sociétale et environnementale des entreprises et des collectivités et de travailler par exemple sur un index comme celui existant dans l'égalité professionnelle. Et enfin, mettre en place un système de solution des collectes des déchets, par exemple pour les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées qui sont dans des lieux un peu isolés, de façon à ce qu'ils puissent être aidés par rapport à ces aspects-là. Les 2 dernières propositions, sur les déchets verts, inclure les déchets privés avec ceux des collectivités qui bien souvent ont déjà un système de collecte pour leurs propres déchets, et donc plutôt que de laisser faire l'usager, l'habitant avec ses propres déchets, bien souvent, ce sont ceux qu'on retrouve dans les chemins ou un peu n'importe où. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser le système mis en place par la collectivité pour récupérer et valoriser ces déchets. Alors, valorisation par filière, par exemple, la méthanisation. Sur les biodéchets, possibilité également d'organiser un service public de compostage de proximité, par exemple via des associations, des comités de quartier, par les jardins partagés et bien d'autres solutions. Et puis, bien entendu, généraliser ce système via un service public, à l'image de ce que peut faire par exemple la métropole Aix-Marseille-Provence en mettant des lieux de compostage un peu partout et donc qui peuvent être facilement utilisables. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, pour ma part, c'était aussi l'atelier 4 et ça intéressait développer l'accès aux soins à travers la mise en place de maisons de santé et de centres de santé. Premier constat dans le groupe, peu de mutualistes ou d'administrateurs mutualistes et beaucoup de salariés de divers secteurs ou de diverses organisations. Et donc, on s'est aperçu au démarrage qu'en fin de compte, il y avait peu de connaissances sur le fonctionnement du système de protection sociale. Ça, c'était le premier aspect. Et donc, de financement aussi des systèmes de soins et de santé. Alors, on a parlé démographie médicale en parlant d'accès aux soins, parce que selon que l'on habite en bordure de mer à Nice ou dans des quartiers nord de Marseille ou dans des quartiers reculés ou dans des campagnes, on n'a pas obligatoirement la même facilité d'accéder à des soins. Alors, quand on parle d'accès aux soins, on a parlé bien sûr d'accès aux soins ou d'accès à la santé, et on a parlé aussi de prévention. La prévention étant le premier élément d'accès aux soins. Avoir disposé d'actions de prévention qui nous disent voilà, ce à quoi on peut être sujet, ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser ou contaminer ou pour prévenir des incidents ou des accidents. La discussion a été à la fois difficile et passionnante. Accéder aux soins en mettant en place un centre de santé ou une maison de santé, même si nous avons expliqué ce qu'était une maison régionale de santé, ce qu'était un centre de santé, les différences entre la médecine libérale, entre la médecine salariée mise en place par des mutualistes. Ça nous a permis d'ailleurs de faire connaître à ceux qui étaient présents que les cotisations mutualistes avaient aussi vocation à offrir des soins. Donc on était aussi des offreurs de soins pour ceux qui géraient des mutuelles du livre 3. Donc cette méconnaissance-là nous a amené à dire, bon, soit le risque, moi, je vais le dire comme ça, c'était un peu touffu et confus en fait notre discussion parce qu'il y avait cette méconnaissance initiale. Et je pense que ce n'est pas propre à notre atelier, mais ça doit être propre à beaucoup de propositions qui sont contenues dans les 66 propositions. Et donc l'idée qu'a retenue fondamentalement le groupe, mais je vous dirai ce qui a été dit après, c'est de dire, si on veut travailler de façon efficace sur une thématique, on a intérêt au niveau local à se retrouver
se discuter et se mettre d'accord sur ce qu'on entend par un accès à la santé et ce que ça recouvre, de façon à ce que, en termes de citoyenneté, ceux qui participent à la réflexion et au groupe puissent être en capacité de réfléchir et de proposer en toute connaissance de cause. Ça a été ça qui a été l'élément fort de notre discussion. Parce que le risque, et je vais donner quelques exemples, c'est de peut-être produire des propositions qui risquent d'aller à l'encontre des souhaits ou des thématiques proposées dans le pacte du pouvoir de vivre. À titre d'exemple, le numerus clausus, le nombre de médecins, que fait-on des médecins là où il n'y a pas suffisamment de médecins? Est-ce qu'on oblige les médecins? Est-ce qu'il faut créer des obligations d'affectation de médecins? Est-ce qu'il faut imposer à des médecins? C'est toutes les discussions que nous avons eues. Et au final, on s'est dit non, on ne peut pas réfléchir seulement comme ça. On peut peut-être demander à réfléchir à des affectations en fonction des milieux, soit défavorisés ou des zones sous-denses, pour reprendre les thématiques développées par l'ARS, ou dans les déserts médicaux. Il y a besoin de réflexion, mais est-ce que l'on peut dire il faut imposer deux comme ça? Ça va plutôt à l'encontre de la discussion que l'on voudrait avoir avec les soignants. On a parlé hôpital aussi de la même façon. Alors on n'est pas venu, mais on est venu sur l'hôpital en disant il y a une problématique parce que le peu de médecine de garde ou le peu de médecins de garde ou ceux qui ne veulent plus faire les gardes obligatoirement parce qu'il n'y en a pas assez ou parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de véritable organisation qui est mise en place, tout va se situer sur les urgences. Et donc les urgences se trouvent sursaturées. Donc on a parlé là aussi hôpital. Et puis financement de la santé et des services publics. Donc à qui ça revient de financer? C'est bien une disposition régalienne, ça appartient à l'État de mettre ça en œuvre. Mais donc cette méconnaissance dont on a parlé, dont on a fait état en permanence, voilà, nous dit il faut aller justement sur partager avec les associations qui ont cette connaissance fine des problématiques posées, partager cette connaissance pour pouvoir donner à chacun la possibilité de bien pouvoir discuter. Alors, ceci étant dit, il y a des choses quand même qui sont apparues de façon forte, c'est la nécessité de renforcer les piliers fondamentaux de la protection sociale. Si ces piliers-là ne sont pas renforcés, s'ils sont ouverts, par exemple, au fonds de pension, attention au futur. Ça peut être extrêmement grave. La discussion a mené aussi sur les modifications de l'approche des pratiques médicales par les jeunes médecins. Les jeunes médecins, on a fait le constat que pratiquement le médecin de famille ou le médecin de village, c'est quelque chose qui est terminé aujourd'hui, mais qu'on va sur des médecines qui sont plus coordonnées avec des médecins qui veulent avoir une vraie vie de famille et donc travailler plus sur une médecine coordonnée. Donc, pour installer des maisons de santé ou pour installer des maisons régionales de santé, ce n'est pas compliqué. Il y en a, c'est des mutuelles qui peuvent les organiser. D'autres, ce sont les médecins libéraux, donc médecins salariés ou médecins libéraux. Il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, mais de travailler les complémentarités. Et on peut très bien proposer, avec l'aide des élus locaux, de travailler sur la mise en place de maisons de santé et de faire en sorte que la médecine libérale s'organise pour être efficace à travers une CPTS. Et si on examine la même chose au niveau des centres de santé, on peut là soit en créer ex nihilo, soit transformer des centres dentaires en élargissant leurs compétences auprès de médecins généralistes ou voire même de médecins spécialistes, de façon à étendre l'offre d'accès aux soins. Voilà. J'aurai encore beaucoup de choses, tiers payant, secteur 1, mais c'est très vaste. Alors, sur l'atelier numéro 1, donc territoire d'accueil et d'hospitalité, on s'est d'abord attelé à démonter un grand nombre de préjugés qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours, d'idées préconçues sur le public des réfugiés notamment. Donc à savoir que non, la France n'est pas le pays qui accueille le plus de réfugiés en Europe. Non, les conditions d'accueil en France ne sont pas plus favorables qu'ailleurs. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui en France, un réfugié qui est hébergé a droit à 6,80 € par jour, donc ce qui est assez faible. Et aussi par exemple que la majorité des réfugiés en fait aujourd'hui dans le monde voyagent, on va dire, dans leur pays ou dans les pays limitrophes, donc on n'assiste pas du tout à une invasion de l'Europe de la part des réfugiés. Après ça, donc, on a formulé plusieurs propositions, notamment 3 à échéance courte, on va dire. Celle tout d'abord d'interpeller les candidats et les différentes listes des municipales en leur proposant d'adhérer à l'Envita,
qui est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Ensuite, pour justement lutter contre ces préjugés qu'on peut entendre tous les jours, on voulait faire la proposition d'un kit ou guide de la lutte contre les préjugés qui serait applicable aussi bien dans la vie personnelle qu'au travail ou dans tous les domaines en fait, de la vie. Et enfin, au sein même des structures qui sont adhérentes au pacte, en fait, qu'on se questionne localement, par exemple sur la place et rôle des réfugiés dans nos associations, mais aussi plus qu'on se questionne sur notre territoire et quelle application locale on peut donner à ce pacte du pouvoir de vivre. Et ensuite, on a fait émerger 2 propositions qui sont, elles, plus à moyen terme, plus de réflexion, à savoir intégrer en fait la solidarité et ce thème dans les programmes de l'éducation nationale. Donc c'est évidemment à mûrir en termes de réflexion, mais pourquoi pas via l'éducation civique, via l'histoire, mais l'intégrer à nos contenus pédagogiques. Et ensuite, on se disait favoriser aussi l'accès à la culture en fait, des personnes réfugiées pour les rendre eux-mêmes acteurs de la lutte contre les préjugés et par là aussi les dédiaboliser, notamment dans l'espace public. Donc voilà, rendre acteurs les personnes réfugiées, le public avec lequel on travaille. Donc voilà, c'est nos 5 propositions, 3 à court terme et 2 à moyen terme. Voilà.